Je vais lire une déclaration de Doumbouya, le chef d'État guinéen qui a renversé, bien sûr, quelqu'un d'autre qui était aussi déjà devenu un bon dribbleur pour le troisième mandat, Alpha Condé. C'était à l'ONU, parce qu'aujourd'hui, l'ONU, ou alors son podium, son arène, est devenu un véritable défouloir, mais aussi une tribune de revendication pour les dirigeants africains. À l'unisson, ils ont fait un véritable chorus pour dénoncer l'Occident, rejeter pratiquement le néo-impérialisme ou colonialisme, dénoncer aussi tous les abus dont le continent africain souffre. Doumbouya, le 21 septembre, dit ceci: l'Afrique de papa, la vieille Afrique, c'est terminé. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous traiter comme des enfants. L'intervention de Doumbouya a donc soulevé des ovations de telle sorte que beaucoup ont vu presque une parole de libération. Beaucoup de courage. Doumbouya est entré lui aussi dans cette nouvelle série de dirigeants africains qui parlent haut, fort, sans mâcher les mots. Pour le sommet Russie-Afrique ou Afrique-Russie, c'est un autre Africain qui était la méga star. Bien sûr, le chef d'État du Burkina Faso qui, bien qu'étant le plus jeune de la troupe, avait aussi parlé sans langue de bois. Son retour fut triomphal. Doumbouya, lui également, aura certainement eu à défoncer une porte parce qu'il parle comme des Africains. Ces Africains, dans une large majorité et surtout la jeunesse qui crie à la liberté. Et cette jeunesse également, qui peut-être a oublié d'autres héros qui avaient déjà parlé, qui pourtant restent dans notre mémoire. Notre mémoire, oui. Mais parfois aussi, l'histoire, on l'oublie très facilement et on acclame les nouveaux héros. Dans cette trempe, Doumbouya peut se targuer d'être un véritable héritier de Sékou Touré, qui déjà en 1958, devant un De Gaulle grand géant, avait dit de façon implacable non à la France. Le courage de Sékou Touré fut salué par tous les panafricains. Mais, en fin de compte, il y a eu beaucoup de désespoir, puisque plus tard, la Guinée n'a pas eu à se libérer, la Guinée n'a pas retrouvé sa souveraineté, ou plutôt, la Guinée n'est pas encore développée. Après Sékou Touré, c'était un autre jeune, cette fois-ci du côté de la Haute-Volta, qu'il avait rebaptisé, bien sûr, le Burkina Faso. Grand héros panafricain, on se souviendra de Thomas Sankara, qui a tourné haut et fort à l'ONU le 4 octobre
2014. Pour que l'histoire n'oublie pas et pour que la génération actuelle sache que c'est un travail qui a commencé depuis fort longtemps, je me lève pour donner la place à Thomas Sankara pour qu'il vous parle un instant et que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une revendication et des discours qui datent d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir avec un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde, et dire, même si je n'arrive pas à le faire, comprendre les raisons que nous avons de nous révolter. Nous avons jusqu'ici tendu notre chou. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'ils se soient revêtus de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres. La peine qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que les universités européennes
dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées des parvenus, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, susceptible de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livrent nos États à la seule perspective de la faillite. C'est ce que nous avons perçu. Nous, peuple du Burkina, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier sentiment des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif, et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées, de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État, et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions, pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une arme idéologique aux justes luttes de nos masses populaires, mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim. Boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Le grain du pauvre a nourri la vache du riche. Je vous conseillerais de repartir voir sur ma chaîne YouTube ces discours en entier précurseurs de Thomas Sankara, qu'aujourd'hui les dirigeants africains, certains, ont pris des morceaux, ont remasterisé et ont encore lancé sur le podium, disons-le, de l'ONU. À l'ONU, bien évidemment, on peut applaudir le courage des dirigeants africains, puisque Thomas Sankara parlait seul. Aujourd'hui, ils sont nombreux à le dire, d'autant plus que la jeunesse a aussi besoin de notre discours. Cependant, bien évidemment, après ces discours, est-ce qu'il y aura un changement? Bien sûr que Doumbouya a été applaudi, mais aujourd'hui, après peut-être 2 ans, quel est le programme qu'il va donc proposer, pas seulement aux Guinéens, mais aux Africains? Là, on attend. Va-t-il laisser le pouvoir aux civils? Là, ça devient très improbable dans la mesure où il a critiqué le système de démocratie qui ne colle pas à l'Afrique, puisqu'il a d'ailleurs dit que c'est une greffe qu'il ne prenait pas. Dans ce cas, on va revenir sur quoi? Nous ne savons pas. Parce que peut-être Jerry Rawlings
avait laissé le pouvoir au civil plus tard. Peut-être que le Nigeria également a connu des coups d'État et aujourd'hui, le Nigeria est un pays développé avec aussi des civils. Peut-être aussi l'Afrique du Sud, donc une grande puissance africaine, est aussi dirigée par les civils. Combien de temps les militaires vont rester au pouvoir? Oui, ils ont de bonnes intentions, ils ont un verbe haut et parfois aussi, ils utilisent les mêmes expressions que les politiciens africains qui eux-mêmes se sont aussi retrouvés à l'ONU et ont commencé avec des discours populistes. Vous vous rendez compte? Au Togo, Faure Gnassingbé n'était pas là, mais elle a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Lui aussi, un très beau discours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ducé Robert Minnaert du Togo. Nous sommes fatigués de votre paternalisme. Nous sommes fatigués de votre arrogance. Voilà ce qu'il a dit. Sauf que ce sont les mêmes qui vont courir derrière la France, derrière les puissances occidentales, pour mendier l'aide budgétaire et parfois aussi pour se faire reconnaître, pour asseoir leur pouvoir. Vous avez par exemple donc un monsieur comme Faure Gnassingbé qui arrive au pouvoir, comme ça par un véritable scandale, c'est-à-dire que de père en fils, il a réussi à piétiner la Constitution et aujourd'hui, tout ce qu'il fait chez lui, il trouve que ce n'est pas de sa faute, ni celle de son père. Ça vient seulement de l'extérieur. Et là, c'est là où ça commence à m'interpeller. Sommes-nous capables de pouvoir aussi reconnaître que nos dirigeants sont incompétents? Sommes-nous capables de pouvoir aussi juger nos dirigeants d'être des collabos ou tout simplement d'utiliser des discours populistes? Voici par exemple un discours de Touadéra qui, bien évidemment, va surfer sur la vague de l'immigration, de ces migrants qui meurent dans le désert et qui arrivent aux Nations Unies et qui dit ceci. Ces jeunes qui symbolisent le présent et l'avenir de notre continent cherchent l'avenir désespérément à rejoindre les pays du continent européen en quête d'un Eldorado. Cette escalade de la crise des migrants est l'une des conséquences effroyables du pillage des ressources naturelles des pays appauvris par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme occidental. Ça, c'est Touadéra qui le dit. Sauf que il y a seulement quelques semaines, quelques jours, tout le monde a vu Touadéra venir s'agenouiller devant Macron, mendier et surtout vouloir faire que la France valide le viol de la Constitution pour qu'il se représente ad vitam aeternam. Comment donc on va seulement accuser les étrangers lorsqu'on sait par exemple qu'ils arrivent là? Eux-mêmes ils se mettent à piller. Leurs enfants, quand ils parlent de l'immigration, que les Africains ils quittent leur pays pour venir chercher un Eldorado. Mais attendez, tous les enfants de Touadéra fréquentent ici. Pourquoi il n'a pas construit une université en Afrique? Pourquoi? Lorsqu'on essaie de voir, par exemple, qu'on parle seulement du pillage de l'Occident, oui, l'Occident nous pille, la France nous a pillés. Mais est-ce qu'on oublie que ce sont les mêmes dirigeants aujourd'hui qui donnent des matières premières, des ressources minières, de l'or, du diamant à d'autres puissances étrangères? Est-ce qu'on oublie aujourd'hui que nos terres appartiennent beaucoup plus encore aux Asiatiques, donc particulièrement aux Chinois? Parce que dès qu'ils sont arrivés, on leur a dit, vous faites la riziculture ici, vous faites ceci, et après vous exportez ça. Et du coup, les Africains meurent de faim. C'est à qui la faute? Chaque fois,
on cherche un nouveau maître et on va l'accuser. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, les Nations Unies, ou bien plutôt l'ONU, ressemble à une coquille vide. C'est une pièce de théâtre. Puisque sur les 5 membres, enfin sur ce qu'on peut appeler les membres permanents du Conseil de sécurité, un seul était là. C'est-à-dire le président américain Joe Biden. Les autres, même Macron ne s'est pas déplacé. On regarde par exemple le président chinois Xi Jinping. Il n'est jamais parti là-bas. Il n'a pas besoin de parler. Il agit. Et quand bien même il a voulu s'exprimer à l'ONU, c'était par visioconférence. Il ne s'est pas déplacé. Poutine ne s'est pas déplacé. Bref, quand on essaie donc de voir, on se rend compte que nous, les Africains, nous sommes allés jouer un bon spectacle. Qui nous écoutait, qui nous prenait au sérieux, puisque d'ailleurs, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Non, il s'est exporté à l'ONU, où justement, on a vu une sorte de combat entre, par exemple, Bazoum et Tchani, puisqu'on se demandait qui devait finalement s'exprimer au nom du Niger. Puisque d'un côté, on avait Yahou Sangaré Bakari, qui était ambassadeur nommé par Bazoum auprès de l'ONU, et qui maintenant, dès que Bazoum a été renversé, il a été promu ministre. Maintenant, il prête allégeance à Tchani au nouveau pouvoir militaire. De l'autre côté, on se rend compte que il y a toujours l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum, qui était bel et bien aussi là, et qui finalement a dit, nous on ne reconnaît pas cet ambassadeur qu'on vient pourtant de nommer juste en mars, c'est-à-dire qu'avant le coup d'État du 26. Qu'est-ce qu'on fait donc? Finalement, c'était tout simplement des miaulements, ainsi de suite. Il faudrait que les Africains, les dirigeants africains, passent à l'étape supérieure. Nos matières premières, nous devons les vendre cher, savoir négocier et non les offrir à n'importe qui pour conserver le pouvoir. Thomas Sankara n'était pas là pour conserver le pouvoir. Il n'est pas resté au pouvoir 10 ans. Mais tout le monde a vu l'évolution. Parce que d'abord, il a réduit le train de vie et il a essayé de revaloriser l'agriculture. Aujourd'hui, les pays africains, nous demandons la souveraineté. Lorsque nous, pour manger, on va acheter à l'extérieur. Pour nous habiller, comme là actuellement, c'est à l'extérieur. Et par la suite d'ailleurs, tout ce qu'on peut faire, même notre monnaie, c'est à l'extérieur. Cette souveraineté, il ne faut pas seulement sortir des discours tonitruants. Il ne faut pas seulement épater, il ne faut pas se lancer dans le populisme pour épater la jeunesse, pour se faire des amis. Il faut des résultats concrets. C'est avec ça qu'on comprendra que l'Afrique a désormais des grands dirigeants et qu'on peut tutoyer la France, tutoyer les États-Unis, tutoyer les grandes puissances, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la multipolarité, ou surtout aussi, il faut savoir que nous devons tourner le dos à ce libéralisme qui a eu tout simplement à nous phagocyter et revenir peut-être à d'autres valeurs africaines. Mais cela ne veut pas dire tout simplement confisquer le pouvoir, rester ad vitam aeternam sous prétexte que la démocratie ne sert à rien. Et dans ce cas, on va passer de père en fils, de génération en génération, de coup d'État en coup d'État. Sauf que les coups d'État n'ont jamais développé un pays.
les militaires au pouvoir devraient donc faire un travail de balayage et puis remettre les institutions en place afin qu'une nouvelle Afrique puisse naître et qu'il rentre par la suite dans les casernes, laissant finalement la locomotive avancer comme, bien sûr, au Ghana.